Bonjour à tous, bienvenue sur France 3. C'est ensemble, c'est mieux en ce jeudi 21 mars. Et voici le sommaire de notre émission. Nous allons parler en tout premier pour notre dossier du jour de la PMA. C'est la procréation médicalement assistée. Alors c'est un procédé à ne surtout pas prendre à la légère puisque l'INED, l'Institut national d'études démographiques, a même annoncé que 300 000 enfants ont été conçus par fécondation in vitro depuis 1981 et estime même 400 000 naissances d'ici la fin de cette année. Nous en reparlerons ce matin dans notre dossier du jour, donc avec un médecin de la reproduction au centre polyclinique Saint-Roch de Montpellier. Nous passons tout de suite, vous l'entendez déjà avec le petit jingle, au dossier du jour, à savoir la PMA. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui un docteur, c'est docteur Nicolas Chevalier. Bonjour docteur. Bonjour Mickaël. Alors vous êtes médecin de la reproduction, je trouve ça assez joli. Oui, disons que je suis gynécologue, obstétricien et j'ai choisi de me spécialiser dans la médecine de la reproduction pour aider les couples. Pour aider les couples, effectivement, parce que il faut dire qu'aujourd'hui, la stérilité et les problèmes de santé ne doivent plus être un frein pour la procréation. Nous allons en parler puisqu'il existe une solution, c'est donc la PMA, la procréation médicalement assistée. Et je crois que vous préférez le terme AMP. Tout à fait, plutôt assistance médicale à la procréation, qui est plutôt un accompagnement de ces couples et non pas une procréation qu'on va aider pour obtenir effectivement ce bébé que ces couples souhaitent. Nous parlons de la PMA juste après ce reportage. Dis papa, comment on fait les bébés? Eh bien tu sais, les bébés, c'est la cigogne qui les dépose dans le berceau. Et quand la cigogne a du mal à atterrir, il y a la PMA. En France, depuis 1994, si un couple rencontre des problèmes de fertilité ou que l'un des deux parents peut transmettre une maladie grave à l'enfant, ils peuvent demander une procréation médicalement assistée. Un coup de pouce médical, quoi. Pour postuler, les conditions sont claires. Vous devez être concubin ou marié, un homme et une femme en âge de procréer. Et vous devez être sacrément motivé, car le chemin est très long. Depuis le 19e siècle, la technique la plus simple, c'est l'insémination artificielle. En gros, on file un coup de pouce aux spermatozoïdes pas assez vaillants en les guidant tout droit à l'ovule. Et si les ovules manquent à l'appel, on peut exercer une stimulation ovarienne grâce à un traitement médicamenteux. Mais si tout ça ne marche pas, eh bien on s'assure que le rencard spermatozoïde-ovule se passe pour le mieux avec la fécondation in vitro. Ici, pas de bougies ni de lumière tamisée, on est plutôt dans une ambiance labo. Les cellules reproductrices de monsieur et de madame sont directement mises en contact, puis quelques jours plus tard, on installe l'embryon dans l'utérus de la mère. Dans certains cas, un don de spermatozoïdes ou d'ovocytes peut être nécessaire. 9 mois plus tard, bébé est là. Après avoir surmonté toutes ces épreuves, c'est à peine si les parents se rendent compte que le bébé ne fait pas ses nuits. Voilà donc pour ce reportage sur la PMA. On en a l'habitude, quelques petites coquilles dans ce reportage, d'accord, docteur? Puisqu'il faut rétablir quelques vérités sur des dates apparemment. Juste premier bébé éprouvé en France 1982 avec le professeur Freeman. Voilà. Et dans le monde en 1978. Voilà. Bon, bah, écoutez, la vérité est rétablie. Voilà qui est parfait. Je vous présente, cher docteur, Eric et Mist, qui sont nos deux futurs invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je me permets de vous présenter parce que si vous avez la moindre question à poser au docteur aujourd'hui concernant la PMA, n'hésitez surtout pas. On va lancer cette interview avec tout d'abord le selfie de notre téléspectatrice Fanny. Bonjour, je m'appelle Fanny, j'ai 28 ans, je vis à Sémiac dans les Hautes-Pyrénées et je me posais une question sur la PMA. J'aurais voulu savoir quelles sont les conditions pour y avoir droit en tant que couple. Eh bien, ça tombe bien, c'est exactement ce que nous allons développer ce matin avec Nicolas Chevalier, qui est donc docteur à la polyclinique Saint-Roch de Montpellier, qui s'est aussi spécialisé dans la PMA, hein, on peut le dire. Vous êtes performant, c'est l'une des cliniques les plus performantes en France. Qui a le droit d'accéder à la PMA déjà ? Alors, légalement, de nos jours, c'est tout couple hétérosexuel en âge de procréer. Donc en âge de procréer, pour les femmes, on sait que jusqu'à 50 ans, la ménopause, il y a une possibilité d'avoir une grossesse. Pour les hommes, c'est beaucoup plus tardif, donc ça reste plus flou. Et après, il y a une notion qui est une prise en charge par la sécurité sociale pour les femmes qui est jusqu'à l'âge du 43e anniversaire. À 43 ans, le premier jour du 43e anniversaire, elles n'ont plus accès à une prise en charge par la société. Donc si j'entends bien, il n'y a pas de limitation d'âge pour prétendre à la PMA, c'est juste une question de remboursement. Hein. C'est ça, voilà. C'est une question de remboursement et c'est une question, on va dire, plutôt d'avis médical. D'accord. Alors,
Quels symptômes doit-on présenter pour faire la demande de la PMA ? Parce qu'un couple qui serait en mesure de procréer naturellement ne peut pas avoir accès à la PMA. Alors, pas forcément initialement, mais secondairement, il peut avoir également un problème pour obtenir un deuxième enfant. Ça peut arriver. Après, oui. Un couple, effectivement, qui n'arrive pas à concevoir initialement, va consulter et peut présenter différents problèmes de santé. Soit c'est l'homme qui va avoir un problème de production des spermatozoïdes, soit c'est la femme qui va avoir un problème soit d'ovulation, soit un problème de trompe, soit un problème d'endométriose, qui est une maladie souvent méconnue et sous-estimée. Et bien sûr, on va essayer d'aider ces couples qui vont venir consulter. Dans un premier temps, on va faire un diagnostic pour déterminer la cause et s'il y a une indication d'accès à la MP. Et puis, dans un second temps, on va mettre en place, si c'est réalisable, parce qu'il y a aussi un problème de technique, c'est-à-dire que oui. On peut tout à fait trouver une indication médicale, mais que secondairement, après, on va être limité dans la possibilité d'aller jusqu'au bout de l'assistance médicale à la procréation. D'accord. Et à partir de quel moment peut-on être diagnostiqué comme couple possible pour la PMA ? Alors, il n'y a pas de moment. Il faut bien, justement, sensibiliser les couples. Et ça, c'est un travail, je pense, qui est important pour les médecins, mais aussi au niveau de la société. Et vous êtes là pour ça. Et ça tombe bien. Exactement. C'est pour pouvoir sensibiliser sur les facteurs de risque de fertilité. Donc, quelqu'un qui n'aura pas de facteur de risque de fertilité, on va se laisser un moment pour essayer d'y arriver naturellement, parce que c'est bien plus agréable, on va dire, de pouvoir y arriver naturellement. Mais en revanche, s'il y a un facteur de risque de fertilité, si, par exemple, un enfant s'est fait opérer d'un testicule qui n'était pas bien positionné, ou alors qu'une femme a eu une opération chirurgicale qui a pu endommager ses trompes, il ne faudra pas attendre trop longtemps, surtout si elle a un certain âge, et notamment, le message important, c'est la fertilité des femmes après 35 ans va être fortement diminuée. Donc un message qui est très 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 important, c'est pas un enfant forcément quand on veut, au moment où on le veut, mais c'est aussi quand on peut. Eh oui, c'est sûr. Il existe plusieurs formes de PMA ? Il existe plusieurs formes de PMA. Dans le reportage, effectivement, vous faisiez la notion des inséminations intra-utérines, mais il y a aussi la fécondation in vitro, qui peut être conventionnelle ou avec micro-injection, c'est-à-dire qu'on va sélectionner le spermatozoïde qui est souvent insuffisant en nombre ou en qualité, pour pouvoir l'introduire directement dans l'ovule, dans le but de favoriser cette rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde et d'obtenir des embryons. D'accord. Alors justement, comment se déroule une fécondation in vitro ? C'est une question qu'ont pu se poser Sébastien Banus et Nicolas Chateil. Donc ils sont allés au cœur d'une clinique. Il me semble que c'est la vôtre, mais on verra ça juste après et on en rediscute avec vous. Donc voici donc ce reportage au cœur d'une fécondation in vitro. Pour ce couple de Castelnau-le-Lez, le rendez-vous de ce matin est très important. Leur gynécologue s'apprête à réaliser une échographie de contrôle. Madame est enceinte de 2 mois, mais ce projet d'enfant remonte à beaucoup plus loin. J'ai bénéficié d'une FIV, c'était une première FIV pour nous. Et avant, on avait fait un parcours avec des inséminations, et ça avait duré pas mal d'années. Donc oui, c'était une première FIV et qui a été couronnée de succès, donc on a de la chance. Enfin, pour le moment, ce n'est que le début d'une autre étape maintenant. La FIV, la fécondation in vitro, est la spécialité de ce centre montpelliérain. L'AMP de la Polyclinique Saint-Roch est en pointe dans ce domaine. À quelques mètres du couple, dans ce laboratoire, on réunit plusieurs fois par jour les spermatozoïdes et les ovocytes de couples souffrant d'infertilité. Ici, c'est le spermatozoïde qui est trop faible pour pénétrer l'ovocyte. Et grâce à un matériel en constante évolution, le médecin réussit l'exploit de manipuler des gamètes que l'on mesure au millième de millimètre près. C'est vrai qu'on a une définition qui est beaucoup plus précise. Ça nous permet de mieux apprécier la qualité des ovocytes. Oui, enfin, à tous les niveaux. On agit aussi sur les milieux de culture qui ont bien évolué aussi, les conditions de culture. Une fois réunis, le spermatozoïde et l'ovocyte sont placés dans ces incubateurs. Des machines ultra modernes équipées de caméras permettant d'observer l'évolution de la préparation heure par heure. Au bout de 5 jours et après de nombreuses divisions, le miracle opère, les cellules mélangées des parents forment un embryon. C'est le moment de le prélever pour l'implanter chez la mère. Le gynécologue et la patiente sont juste à côté. C'est le moment du transfert où on replace l'embryon, donc ça devient concret pour eux parce que c'est à partir de maintenant qu'ils attendent de savoir si ça a marché ou pas.
La vérification que vous venez de faire est positive. Tout à fait. Ça veut dire que l'embryon est bien resté dans l'utérus de la dame. Avec 400 naissances par an, le centre d'assistance médicalisée à la procréation de la Polyclinique Saint-Roch est un des plus performants en France. Une véritable opportunité pour les familles, car un couple sur 6 souffre d'infertilité en France. C'est un long parcours, c'est un parcours fatigant psychologiquement, mais c'est un parcours qui est aussi complètement magique et incroyable parce qu'on a la chance d'être d'abord dans une époque où tous ces outils existent et ensuite on a la chance d'être dans un pays où tout ça est à disposition de chacun. Nous, on a la chance non seulement d'avoir l'outil, mais en plus qu'on nous permette d'y accéder, quels que soient les revenus. La semaine dernière, le 5 millième bébé éprouvette du centre a vu le jour. Alors c'est un reportage qui date de 2017, donc évidemment on est bien au-delà des 5000 bébés éprouvettes maintenant. Oui, puisque dans notre centre, tous les ans, nous permettons aux couples d'avoir à peu près un peu plus de 400 bébés par an. Donc c'est effectivement assez satisfaisant. C'est une bonne moyenne par rapport au reste de la France on est déjà au niveau régional le centre qui a la plus grosse activité sur toute l'Occitanie. Et après, on est un petit peu au-dessus de la moyenne nationale. Bon, après, c'est toujours difficile à comparer, hein, mais actuellement, l'Agence de la biomédecine, qui est l'instance qui régit un petit peu l'ensemble des 100 centres français de FIV, essaie de donner une transparence, et vous avez la possibilité pour les couples qui sont intéressés de pouvoir aller sur le site de l'Agence de la biomédecine pour pouvoir avoir les résultats justement des différents centres. Alors docteur, vous nous avez confié une vidéo sur des techniques qui ont évolué. Vous allez commenter ces images, bien sûr, en nous parlant de ces évolutions. Alors, on va la voir, cette petite vidéo, avec les petits embryons. Très bien. Commencez peut-être. Effectivement, voilà. Donc ça correspond en fait à la possibilité de pouvoir visualiser le développement des embryons sur toute la continuité entre le moment où on va prélever l'ovule et le mettre en fécondation avec le spermatozoïde, jusqu'au moment où on va aller le repositionner dans l'utérus, qui peut varier entre 2 et 5 jours. Et sur cette vidéo, donc, on a pu voir des embryons se développer, certains de façon normale et donner un bel embryon, et d'autres de façon moins normale. Et on sait, c'est des embryons qui ne permettront pas d'obtenir une grossesse. Donc ce procédé nous permet de pouvoir voir s'il y a une anomalie de développement de l'embryon et de pouvoir être plus sélectif justement sur le choix de l'embryon qu'on va repositionner. Vous avez également confié quelques petits chiffres. J'aimerais qu'on les commente assez rapidement, puisque on va voir que sur les derniers chiffres qui ont été relevés, donc jusqu'en 2016, donc le don de sperme a considérablement augmenté entre 2015 et 2016. Là, on est sur le don d'ovocytes en 2016. Vous êtes aussi en recherche de dons d'ovocytes parce qu'on va le voir également sur un autre tableau. Il y a quand même une sacrée différence. Voilà, c'est sur les deux dernières lignes. Il y a quand même une sacrée différence entre le nombre de couples qui peuvent profiter de ces ovocytes et dons de sperme et le nombre de couples qui est en demande. Oui, et même dans ces registres-là, on n'a pas l'ensemble des couples, parce que certains couples ne font même pas la demande et vont passer directement sur une autre possibilité qui est de s'orienter vers un pays étranger. Et actuellement, en France, il y a une grosse pénurie par rapport aux dons d'ovocytes et aux dons de spermatozoïdes, et qui ne permet pas de pallier à la demande, puisque même pas 10% de la demande est satisfaite actuellement en France. Et vous recherchez peut-être plus des dons d'ovocytes, parce que c'est peut-être plus complexe d'obtenir des ovocytes chez les femmes que le sperme chez le garçon, puisque on en produit nous tout le temps et tous les jours, donc contrairement aux femmes. Et puis c'est beaucoup plus facile de pouvoir faire un don de sperme, puisqu'un homme aura juste besoin de faire un recueil par masturbation dans un centre et pouvoir congeler du coup ses spermatozoïdes, alors que pour le don d'ovocytes, c'est beaucoup plus complexe, ça va demander beaucoup plus d'examens, ça va nécessiter un traitement qui va être très lourd pour la femme qui va faire ce don, avec une dizaine de jours d'injections quotidiennes, des contrôles par échographie, prise de sang, jusqu'à une intervention chirurgicale avec une anesthésie le plus souvent, pour pouvoir récupérer ses ovules qu'elle pourra ensuite donner. Vous êtes en train de leur faire peur, mais tout va bien se passer quand même. Effectivement, c'est juste pour dire. Arrêtez, non, je veux pas. C'est juste pour prendre conscience que c'est une démarche qui est pas si simple que ça, le don d'ovocytes, et qu'on pense qu'il faudrait, on va dire, l'encourager. Et actuellement, le don est soumis en France à la loi qui est l'anonymat et la gratuité. Et pour ces démarches-là, l'anonymat actuellement, il est encore conservé. La gratuité, on pense que
peut-être il faudrait avoir une notion d'indemnisation de ces patientes pour ces démarches qui sont très très lourdes. Alors que se passe-t-il maintenant du côté de nos voisins frontaliers? On n'est pas allé bien loin. On est resté en Catalogne, au nord de l'Espagne, à Figueras. On a retrouvé ce reportage qui est en langue catalane, mais qui est sous-titré, un reportage de Joel Manzanares, je savais que j'allais le mettre à côté, et Steve Vales. Són clíniques especialitzades en PMA, procreació medicalment assistida. N'hi ha 40 a Catalunya Sud i són presents de manera normal als carrers de les ciutats. Són establiments de fertilitat que acullen dones soles, parelles heterosexuals i homosexuals. Tots volen assistència genètica per tenir mainatges. Aquí hi ha embrions congelats de pacients, embrions i semen congelats. Hi ha diferents palletes, de diferents colors, i cada palleta té el nom del pacient i un codi únic, i aquí doncs es guardem fins que els utilitzem. Això està a menys 190 graus com a mínim. Aquí, en aquest microscopi, és on fem la unió de l'òvul amb l'esperma. Fem una agulla molt fina, microscòpica, i injectem l'esperma dintre l'òvul. En aquesta clínica de Figueres, una particularitat. 10% dels clients són francesos, atrets per la llei espanyola més liberal en matèria de reproducció assistida. A França, la reproducció assistida té unes excepcions. Les excepcions són sempre ha de ser una cupla, té d'haver-hi una parella, si no no tenen dret a l'assistència, i la dona té la limitació de 43 anys i l'home de 60 anys. Això és una limitació que aquí no tenim. A part d'això, a França, una dona sola no pot ser tractada per reproducció assistida, no té dret a ser tractada per reproducció assistida. Les parelles de dones tampoc poden ser tractades i això és el que porta majoritàriament els francesos al nostre país. L'assistència per procrear costa 900 euros per una inseminació clàssica i més de 8.000 euros per implantar òvuls externs amb esperma extern dins l'úter d'una dona. Bon alors vous, docteur, qui êtes performant avec la Polyclinique Saint-Roch de Montpellier, est-ce que ça vous fait un peu mal au cœur de voir certains Français partir au nord de l'Espagne, par exemple ? Alors oui, bien sûr, parce qu'on aimerait pouvoir les accompagner, ces couples qu'on connaît bien, et pouvoir leur proposer ici en France ces techniques-là. Mais en même temps, heureusement que ces centres existent pour pouvoir offrir à ces couples la possibilité, effectivement, d'atteindre leur parentalité, leur projet de parentalité. Alors finalement, Nicolas, quelles sont les différentes étapes d'une PMA ? Alors, les différentes étapes, c'est un parcours de soins qui est assez classique. Le patient va venir consulter. Souvent, ils sont recommandés, mais ils peuvent venir d'eux-mêmes. Surtout insister sur le fait de ne pas trop tarder si l'âge est un peu avancé, au-delà de 35, et encore plus si c'est plus de 38 ans, puisque entre 38 et 42 ans, déjà les chances de pouvoir accéder à la PMA sera plus compliquée, bien sûr. Donc, on va recevoir ces couples, faire un bilan pour voir s'il y a l'indication, effectivement, de PMA qui est confirmée. Et si c'est le cas, ils vont rencontrer le biologiste du laboratoire pour leur expliquer la technique proprement parlée. Et on mettra ensuite en place le traitement qui consistera, donc, comme je vous disais, une dizaine de jours d'injection pour la femme avec des surveillances par échographie, prise de sang, jusqu'à ce qu'on arrive à la maturité de l'ovulation. Et là, on va aller faire une petite intervention pour récupérer les ovocytes. C'est une intervention qui est quand même très commune, ça dure 5-10 minutes, où là, on va aller donc récupérer les ovocytes, les transmettre au biologiste, qui va les mettre en contact avec des spermatozoïdes pour permettre d'obtenir ces embryons qui vont se développer 2-5 jours au laboratoire. Et on va choisir donc le meilleur ou les 2 meilleurs embryons qu'on va penser avoir le meilleur pronostic pour s'implanter et repositionner dans l'utérus. Donc tout ceci peut prendre combien de temps ? Alors, dans notre centre, le délai moyen, c'est moins de 5 mois. Mais si le couple est déjà adressé avec le diagnostic de problème de fertilité, en 2 mois, on peut avoir un accès à la fécondation in vitro. Et combien de chances pour que ça soit possible, que ça prenne ? Est-ce qu'on a le droit à plusieurs chances ? Alors, globalement, c'est à peu près 1 chance sur 3 lorsqu'on va commencer le traitement. Mais comme je vous ai expliqué, il y a plusieurs étapes et à chaque étape, on va pouvoir soit gagner, soit perdre des chances. Si tout se passe très bien, on va pouvoir arriver jusqu'à un peu plus d'1 chance sur 2 si on transfère un très bel embryon chez une femme jeune. Et inversement, si c'est une femme plus âgée qui a peu d'embryons, parfois on ne peut même pas aller jusqu'au bout
du traitement. Et très rapidement, est-ce que les enfants qui sont nés sous fécondation in vitro, PMA, ont plus de chances de contracter des maladies ou des malformations par rapport à une procréation naturelle ? Alors globalement, c'est plutôt rassurant les données avec des grandes cohortes qui ont été faites dans les pays nordiques. Donc on est plutôt rassuré, mais c'est vrai qu'il y a des petits risques et notamment dans le contexte de l'infertilité masculine, on sait que très probablement il y a des gènes qui sont impliqués dans ce problème de fertilité qui peuvent être transmis à l'enfant qui va naître, encore plus si c'est un garçon, avec des petits risques de malformations mineures au niveau des organes génitaux externes et la possibilité peut-être pour lui également d'être infertile plus tard. Merci beaucoup, docteur, d'être venu sur ce plateau. Vous restez bien avec nous. L'émission n'est pas terminée. Si vous souhaitez en savoir davantage sur la procréation médicalement assistée ou tout simplement contacter la Polyclinique Saint-Roch à Montpellier, le site internet est ivf-france.fr.